Alors, merci d'être présent. Bienvenue à la 8e édition de la Fête des semences et de l'agriculture urbaine de Québec. Alors, nous espérons vous passer une belle journée. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier nos partenaires. Alors, sans eux, l'événement ne serait pas ce que c'est. Alors, la Ville de Québec et la Caisse d'économie solidaire Desjardins. Ensuite, nous aimerions aussi vous rappeler l'importance de la contribution volontaire. Alors, c'est ça qui rend possible notre événement, la poursuite de la Fête des semences, pour que ça demeure accessible et gratuit, et que maintenant, en plus, ça peut se tenir sur 2 jours. Alors, si chaque personne ici présente donne $1 à la sortie, on est assuré de revenir l'an prochain pour partager encore des connaissances dans le domaine. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter notre invité aujourd'hui. Alors, c'est Vincent Leblanc, qui va parler de la culture des champignons en plein développement. Alors, pour sa description, alors Vincent est membre de l'Ordre des agronomes du Québec. Il détient 5 formations en lien avec l'agroenvironnement et l'agroalimentaire, dont une maîtrise en biologie végétale. Il travaille sur des projets agroforestiers au Québec et à l'étranger depuis plus de 15 ans. La création de violons et champignons, son entreprise spécialisée dans la culture de champignons comestibles et de mycélium, ainsi que dans la démonstration de nouvelles énergies. Alors, le chauffage au compost d'une serre, la réutilisation des eaux grises, en sont quelques exemples. Et de méthodes circulaires de production alimentaire, alors comme l'aquaponie et la polyculture, alors qui va peut-être aborder lors de la présentation, est le fruit de nombreux systèmes innovateurs qu'il a développés, expérimentés et mis en œuvre. Alors, il va bien nous renseigner sur la culture de champignons. Alors, je vous laisse avec notre invité, Vincent Leblanc. Merci. Si vous avez des questions, gardez-les pour la fin. On pourra y appeler. Bonjour tout le monde, si j'y vais, pas de micro, est-ce que ça vous va? Est-ce que tout le monde m'entend bien? Juste vraiment le dire en arrière si vous ne m'entendez pas bien. Ça vous va? Tout le monde m'entend bien? Ceux qui viennent d'arriver, si vous voulez, il y a des chaises là-bas. J'ai entendu un nom là-bas que vous ne m'entendez pas bien. On m'entend pas bien? Ah, on va y aller avec le micro. Bon, alors là, ça va bien ici. Alors, pour les nouveaux arrivés, s'il vous plaît, il y a des chaises à votre droite, à ma gauche, à moi. Alors, bienvenue tout le monde, ça fait plaisir de vous voir en aussi grand nombre. Donc, ça fait vraiment plaisir de venir vous partager ce dont on travaille. Dans le fond, on expérimente plusieurs choses. Aujourd'hui, je vais vous parler aussi du développement à venir, mais aussi de ce qu'on fait. Fait que je vais vous parler aujourd'hui des avancées de la culture des champignons. C'est pas mal semblable au titre qui était présenté. Alors, on va y aller. Ici, je vous fais une petite présentation de la ferme chez Violons et Champignons. Donc, moi, ce qui m'a plu dès le départ, c'est le petit étang en avant. Il y a des truites en plus. Avec les lupins, c'est ça qui m'a donné le coup de cœur pour acheter la fermette. Donc, on a acheté la fermette en 2013, qui a donné toute une autre vision à Violons et Champignons. Il nous a donné plus de terrain de jeu. Et c'est vraiment une petite fermette abordable. Donc, oui, il existe des choses abordables pour nous, les jeunes, qui n'ont pas plein de millions dans les poches. Alors, c'est une petite fermette vraiment pas chère. Beaucoup de rénovations, mais là, on arrive au bout. C'est intéressant parce que là, finalement, on va pouvoir faire ce qu'on veut faire. Pas de la rénovation. La rénovation, ça va être derrière moi. Ce qu'on veut faire, c'est de la production de champignons et expérimenter différents concepts en polyculture, ce qu'on fait. Donc, on vend des champignons au marché de Val-David le samedi. Donc, moi, je suis originaire de Val-David, mais j'ai passé à peu près 10 ans ici à Québec. J'ai commencé Violons et Champignons en Basse-Ville de Québec. Je produisais, j'avais deux blocs en Basse-Ville. Dans les garages, on produisait une serre sur le toit, etc. On était limité quand même. Et le marché de Val-David, c'est vraiment effrayant comment ça... Il y a beaucoup de monde, pas effrayant, mais c'est vraiment super. C'est vraiment très plaisant. Là. Si vous avez la chance d'aller faire un tour, c'est un super beau marché. Et durant l'été aussi, on va organiser des visites à la ferme là, avec autocueillette de champignons. Et durant les dates, il y a les mille un pot à David, donc ça vaut le coup, ça vaut le détour. Fait que vous voyez la première tablée à gauche, on a des champignons sauvages, on a du lobster, la chanterelle, plein d'espèces, on a même des trompettes, on voit dans un des paniers. Et la photo de droite, on voit là, les strophères et les chanterelles en tube.
Donc, nous, on produit de la semence. C'est la raison pour laquelle on est à la fête des semences, parce qu'on est des semenciers, mais de champignons. Donc, on produit vraiment dans des conditions très hygiéniques. Là, on le voit ici, c'est parfait. Ma diapo a changé, là, elle n'était pas exactement comme ça. Donc, on fait vraiment de la semence de qualité supérieure dans l'objectif d'avoir une semence pure et non comme si vous achetez finalement des graines de tomates, mais finalement vous avez des graines de mauvaises herbes au travers, puis vous allez ensemencer du chien dent en même temps que vos tomates. Mais nous, on essaie que vous ensemencez pas de la bactérie en même temps que vos champignons. Donc, c'est souvent le cas, c'est facile de faire du mycélium contaminé, mais faire du mycélium de qualité, c'est un niveau beaucoup plus élevé. Maintenant, on a décidé cette année, là, en passant aussi, on a eu finalement le soutien de la financière agricole cette année. Il n'y a pas longtemps, on a appris ça il y a 2 semaines. Donc, on a eu la fameuse subvention. Donc, notre idée, c'est vraiment d'améliorer le laboratoire tout en culture liquide pour produire plus de mycélium à plus faible coût. Hein, parce que, dans le fond, vu qu'on était en culture solide, notre coût de production était vraiment élevé les années antérieures. Et là, grâce à la culture liquide, qui fonctionne, selon moi, juste en laboratoire, hein, parce qu'il y en a qui prétendent qu'on peut faire la culture liquide ailleurs, dehors, tout ça, mais j'ai pas rien vu encore de projet vraiment qui se réalisait à ce niveau-là. Donc, ça nous permet de produire du mycélium. Là. Le mycélium, en passant, pour ceux qui ne savent pas, c'est de la semence de champignons. Hein? Donc, ce qui est important, c'est d'avoir un mycélium vigoureux. Pourquoi ce graphique-là? C'est pour vous montrer, vous voyez, l'axe des X, c'est le nombre de jours, l'axe des Y, c'est la colonisation, donc c'est la quantité de mycélium par substrat. Puis comme vous voyez à notre kiosque, quand le sac il est bien blanc, bien souvent il pomme le pic qu'on appelle, le pic de croissance, puis c'est par la suite que le mycélium se met à dégrader, et là, il va produire des champignons parce qu'il sait qu'il n'y a plus de nourriture et qu'il va mourir, donc il assure sa survie grâce à ses champignons et ses spores. Et dans le fond, c'est la raison pour laquelle c'est super important d'avoir un mycélium qui est vigoureux, donc qui est actif, qui n'est pas vieux. Et si on a un mycélium trop vieux, on diminue de beaucoup nos rendements. Alors, on produit aussi un mycélium exempt de taches bactériennes. La tache bactérienne, c'est la bactérie, comme on voit sur l'image, qui est sur le mycélium. Les petites taches noires, c'est la tache bactérienne. Donc, nos types de production et nos développements. Donc, en 2016, l'été qu'on vient de passer, on a ramassé énormément de données. Je vais vous en donner une petite info aussi plus loin. Donc, on a tout pesé, ce qu'on a produit en rendement, on a calculé notre temps pour mettre en même la production. Donc, en réalité, c'est ça qu'il faut faire quand on est producteur agricole. Il faut calculer notre temps qu'on investit, savoir si finalement on perd notre temps ou on est efficace ou pas, et par la suite d'essayer d'améliorer nos procédés de production. Et ce qui nous a donné lieu à une nouvelle formation qu'on a mis sur pied qui s'appelle la formation niveau 2, qui est une formation vraiment plus pour professionnels. Hein. On a beaucoup de formations aussi chez le champignon, on a des petites initiations, des petits ateliers. On a même ce printemps des ateliers là, vraiment pas chers. Vous faites votre bûche, c'est le prix de la bûche dans le fond. Et sinon, on a des formations de 2 jours, beaucoup plus poussées. Et le niveau 2 s'adresse vraiment aux gens qui veulent produire là, de façon commerciale. Donc, si vous, ça vous intéresse de faire des champignons comme ça, le niveau 2 n'est pas pour vous. Et on offre toutes nos données, là, finalement, tous nos secrets, je pourrais vous dire, qu'on a ramassés. Donc, on fait de la culture intérieure ou en serre. Hein. On a une champignon intérieure, mais on a aussi des serres à l'extérieur, sur le terrain. Et on cultive aussi du strophère en pot, donc à l'intérieur. Cette année, justement, on va en produire beaucoup plus. Et on fait différentes variétés de pleurotes. Regardez, en haut à gauche, c'est du pleurote rose. À droite, c'est du perlé. En bas à gauche, c'est du boulu. Et en bas à droite, c'est du pleurote bleu. Mais en bas à gauche, c'est du boulu. Dans le fond, là-dedans, il y a 3 pleurotes en forme d'huile et un pleurote rose. C'est juste que c'est 3 variétés différentes de pleurotes en forme d'huile. Donc, je vais vous les montrer. Le boulu, qui est un de mes préférés. Moi, ce que j'aime, c'est que c'est comme des bouquets floraux, là, ces champignons-là, sur notre colonne de culture. On a le ULM, qu'on appelle, qui est souvent, qu'on a appelé aussi le pleurote de l'orme. C'est un pseudo-pleurote de l'orme. Il y a le bleu, qui est très beau, hein, mais beaucoup plus long à produire. L'hydne, on en a au kiosque aussi. Hein, si vous êtes passé par notre kiosque, c'est un très beau champignon, vraiment délicieux. Et c'est un champignon qui est carrément à part au niveau des propriétés médicinales. On l'appelle le pousseur de neurones. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur Internet, pousseur de neurones.
Ça va vous donner de l'information sur ce champignon-là. Et on fait aussi de la culture extérieure au jardin qui, depuis ce matin, c'est ça que je dis aux gens, c'est la façon la plus simple de cultiver des champignons. Aujourd'hui, je ne vous expliquerai pas comment cultiver les champignons avec la conférence. De toute façon, c'est impossible en 40 minutes de faire une formation accélérée. Mais sur notre site Internet, l'objectif, c'est de rendre ça le plus clair possible. On a une section qui s'appelle Information, il y a de l'information, et chaque produit, on a une description, puis on donne des conseils sur la culture pour chaque espèce, parce qu'il y a des variantes entre chaque espèce. Hein. Il y a des champignons comme le champignon amande qui poussent sur du compost, mais il y en a d'autres qui poussent sur des copeaux ou sur de la paille, et d'autres qui ne poussent pas sur de la paille. Donc, toutes ces informations-là sont sur notre site Internet, qui est www.violonetchampignons.com, si vous voulez des liens à notre kiosque. Et on a aussi développé de la production en plein champ avec des maraîchers bio. Donc, vous voyez, on est surpris que ce soit plein champ, mais il y a un système de brumisation. On le voit sur la photo, hein, les petits bâtons piqués. C'est ce qui nous permet d'amener l'humidité. Et il y a l'avantage de ne pas avoir les mouches quand on est en plein champ au soleil. Hein. Les pleurotes sont beaucoup aimées par les mouches, donc il y a des larves dedans. Et il y a aussi les triplax qui les mangent. Ça ici, c'est notre serre, juste pour vous montrer qu'on peut construire des serres en milieu forestier. On met un géotextile, du gravier, un abri tempo, c'est à peu près ce qu'il y a de moins cher comme serre. Et on ferme ça pour pas que les insectes rentrent là-dedans. On injecte de l'air, vous voyez à gauche. Nous, ce qui fait notre force, c'est qu'on fabrique nos machines. Comme ça nous coûte pas mal moins cher que d'acheter du matériel neuf. Et on réussit à produire là, dans des serres comme ça, c'est beaucoup plus contrôlé. Ça fait une bien meilleure qualité de champignons. Maintenant, ce qui est intéressant des concepts qu'on a développés, je parle beaucoup de polyculture souvent, c'est qu'on utilise deux types de champignons. Il y a les dégradeurs primaires qui, eux, mangent la lignine et la cellulose. Donc, on peut penser ça, c'est vraiment les champignons qui aiment le carbone. Et il y a les dégradeurs secondaires qui, eux, plus les champignons de couche, par exemple, comme le champignon amande, l'épiote, le pied bleu, c'est des exemples. Il y a aussi le strophère qui est entre les deux. Et donc, eux, ils préfèrent plus l'azote. Fait que c'est vraiment la différence, là, un peu. Un pousse sur du compost, l'autre pousse sur du carbone. Le reishi, donc, c'était juste pour vous dire que lui, c'est un dégradeur primaire. Ça, je vais tout vous montrer un peu les champignons qu'on fait pousser. Fait que lui, c'est un primaire. Il y a les pleurotes aussi, qui c'est des dégradeurs primaires. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on récupère notre paille, par exemple, des cultures de pleurotes, et on les recomposte avec du fumier. Et ensuite, on fait pousser une autre espèce sur notre matière initiale. Il y a les îles aussi, hein, qui sont vraiment merveilleux comme champignons. Et il y a le strophère, que lui, je vous disais, qui est un primaire et secondaire. C'est vraiment la différence entre les dégradeurs. Il y a les primaires, il y a les secondaires. Donc, et l'agaric rubicon, qui est le champignon amande, qui est un secondaire. Ça ressemble beaucoup, c'est un champignon de Paris dans le style, mais il goûte vraiment les amandes, il sent les amandes. La difficulté de ce champignon-là, c'est quand son chapeau ouvre, ben là, il n'y a plus le bon petit goût d'amande, ça goûte les amandes rancies. Il faut vraiment le récolter au bon moment, il est vraiment spécifique à ça, au bon moment. Fait que vous voyez, regardez, on le fait dans le jardin, on utilise des vieux résidus de substrat, de culture de pleurote, pour le faire en jardin. Vous voyez, là, on avait récolté avec nos tomates, nos basiliques, donc polyculture aussi, tomates, basilic et champignons amandes. Donc c'est intéressant les champignons parce que ça aide à dégrader la matière organique et ça améliore aussi la fertilité des sols. Hein. C'est ce qui manque à un moment donné, c'est un apport important de matière organique. Et quand on arrive avec un gros coup là, du pays à fond, on met plein de copeaux de bois dans votre jardin, vos plantes vont tomber en carence azotée. Tandis que si vos champignons gèrent le carbone et vous laissez le compost ou le sol à vos bactéries, vous n'aurez pas ce qu'on appelle la faim d'azote. Hein? Donc vos plantes ne seront pas vertes pâles, mais ils vont avoir un beau vert, ils vont bien pousser grâce aux champignons qui vont dégrader, qui vont prendre la place de cette matière-là au lieu que ce soit des bactéries. Maintenant, je voulais vous parler un peu vite de nos essais 2016 en polyculture, l'ail et le strophère. Ça a été vraiment un franc succès, là, cette culture-là. On a eu des meilleurs résultats sous filet. De un, parce qu'on a de la teigne du poireau dans notre ail. Donc, on a mis des filets, on n'a pas eu de teigne. Et de deux, ça créait un microclimat pour nos champignons sous le filet. Et les champignons aussi, des fois, se font manger par les mouches. Surtout nous, on habite dans la forêt, fait qu'il y a beaucoup de mouches parce qu'il y a des arbres partout. Si vous êtes en plein champ, vous avez moins cette problématique-là.
Ça a vraiment très très bien marché. Je vais vous donner justement des petites données qu'on a obtenues. Je vous ai dit qu'on a tout pesé, on a tout calculé. On sait combien de temps ça nous prend à récolter du trophère à l'heure. Donc, on sait là, que notre meilleure parcelle d'ail, on a produit 2,4 kg d'ail par mètre carré et 7 kg de trophère. Finalement, regardez, c'est le trophère qui produit pas mal plus de champignons ou de nourriture même par mètre carré. Et en passant aussi, cette parcelle-là a produit le double d'ail que notre témoin. Notre témoin, on a eu des témoins aussi, parce que moi j'ai fait une maîtrise, j'aime beaucoup le côté recherche, donc ça nous prend un témoin pour voir, comparer avec quelque chose. Donc c'était un témoin, c'était de l'ail, pas de trophère. Puis c'est intéressant, là, regardez un revenu de 186 $ par mètre carré, c'est très rare là, dans le maraîchage. Là. Quand on parle de 100$ par mètre carré, c'est très très bon. Maintenant, l'idée de compagnonnage, on a le pleurote de l'orme qui est un champignon d'excellence pour compagnonnage, le strophère et le champignon amande. C'est cité sur notre site internet, c'est parfait pour les tomates, les concombres, les plantes exigeantes en azote, mais les patates et autres plantes à ne pas, c'est des plantes ennemies à ce champignon-là ou ce champignon-là aussi l'inverse. Donc il y a certains ennemis aussi, c'est comme les plantes, il y a des compagnons, il y a des ennemis, il y a des amis. C'est un peu le même principe. Et ce qui est vraiment intéressant des champignons, c'est que ça améliore la fertilité et aussi il y a des recherches qui démontrent que ça augmente les rendements chez certaines plantes, comme les choux. Et ce qui est intéressant, vous voyez dans ma main, c'est du mycélium de strophère et quand il connecte avec les racines des plantes, il prend l'apparence de racines. Fait qu'il y a vraiment une connexion entre les deux. Et on a une microbiologiste qui est venue analyser notre sol. Et elle m'a dit que c'est le sol avec le plus de vie qu'elle a vu jusqu'à maintenant et le plus de vie fongique aussi. Tantôt, la personne parlait on a des sols bactériens et des sols fongiques. Donc, nous, c'est de la permaculture, on met des copeaux et c'est ça qui fertilise notre sol. Et c'est rempli de champignons là-dedans, de mycélium, d'if, mais de mycorhizes aussi, pas juste nos champignons qu'on fait pousser. Maintenant, en 2007, on a décidé de créer la mycothèque. L'idée de la mycothèque, c'est d'avoir des mycéliums parce que le problème, c'est l'approvisionnement de, le mycélium de qualité, mais aussi de deux, d'avoir des variétés intéressantes adaptées pour le Québec et pour un développement au Québec. Parce que je vous dirais qu'ici au Québec, on est très, très arriéré dans la culture des champignons. Juste pour vous dire, le Mexique sont déjà pas mal plus avancés que nous autres. Là-bas, du pleurote, ils en font pousser, c'est culturel. Il existe même des fermes d'autocueillette là-bas au Mexique, tandis qu'ici, nous, je pense qu'on va être pas mal la première ferme d'autocueillette. Donc, et on importe plus de 90% des champignons. Donc, Pologne et ailleurs dans le monde, c'est les pays producteurs de champignons. Donc, on est très très loin de combler la demande en champignons et je crois aussi qu'elle peut augmenter. Donc, l'idée de mes collègues, c'est aussi quand on trouve des champignons qui sont intéressants en nature, de pouvoir les propager pour justement mettre en œuvre d'autres champignons, d'autres méthodes culturelles. On a aussi des nouvelles variétés pour la culture sur rondin parce que la problématique de la culture sur rondin, c'est que les pleurotes sortent directement en plein été quand il fait chaud parce que c'est des variétés commerciales qui sont vraiment adaptées à sortir tout le temps. Qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, ils sortent tout le temps. Quand on a des champignonnières, c'est ça qu'on veut parce qu'on veut que ça soit plus au bout de telle date que nos champignons sortent. Avec notre calendrier de production, on le fait par rapport aux dates, mais dehors, on ne veut pas de pleurotes qui sortent quand il y a plein de mouches, parce que les mouches mangent les pleurotes. Il y a aussi les triplax qui dévorent aussi les pleurotes. C'est juste les pleurotes qui sont vraiment dévorées à fond comme ça. Donc, on a des nouvelles variétés qui ne poussent même pas sur de la paille, ils ont besoin vraiment de rondins et ils vont fructifier seulement quand il fait froid, au printemps ou à l'automne. Donc, il n'y a pas de problème de mouches ou de triplax. Donc, c'est vraiment, selon moi, c'est vraiment un plus. Le shiitake, on a moins cette problématique-là parce qu'il est parfumé, fait que les mouches, ils l'aiment moins. Donc, on a aussi des nouvelles variétés de shiitake, surtout une qui est vraiment intéressante, qui pousse plus sur des arbres moins nobles, comme du bouleau blanc, de l'érable rouge. Habituellement, les bonnes variétés de shiitake, on est mieux d'avoir du chêne ou de l'érable à sucre. Là, on s'entend qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui veut couper des chênes et l'érable à sucre pour faire pousser des champignons. Donc, c'est la raison pour laquelle on arrive avec des nouvelles variétés comme ça ici pour permettre un développement sur des essences moins nobles que du chêne. Puis, quant à ça, le chêne, on est peut-être mieux de le garder pour d'autres espèces qui sont encore plus intéressantes à faire pousser des champignons dessus. Fait que le développement maintenant pour 2017, on veut mettre
en œuvre de la culture de maitake, mais de façon commerciale. J'en ai déjà cultivé pour le plaisir. On va essayer de retrouver aussi, ça c'est une vieille variété que j'ai prise en photo, là je pense 4 ans, dans une forêt magnifique. Et c'est du maitake qui pousse sur des hêtres. Hein? Et ça pousse aussi sur des hêtres, ce merveilleux champignon-là, et aussi de façon commerciale au Japon et en Chine. Hein? Donc vous voyez, culture intérieure et de la culture en serre de maitake. Ça c'est vraiment intéressant parce que c'est mon champignon préféré. Fait que c'est une des raisons pourquoi c'est intéressant. Parce que je l'aime vraiment, il est viandeux. Vous faites un barbecue, vous faites ça sur le barbecue, là, vous allez vraiment impressionner la visite. La culture du polypore soufré, vraiment intéressant, j'adore ce champignon-là, mais il est difficile à trouver parce qu'il fructifie une fois par année. Là, c'est sûr, j'ai trouvé un mycélium aux États-Unis qui disent qu'il produit 2-3 fois par année, mais à chaque fois, c'est toujours des centaines de dollars commander un mycélium qui viennent ici, tout ça. Mais on en a cloné, des variétés sauvages, donc on arrive en forêt, on est capable de prélever le mycélium, le conserver dans notre mycothèque, et on va essayer de mettre en œuvre la culture de polypore soufré. On l'appelle aussi la poule des bois. C'est un champignon vraiment super que j'aime vraiment beaucoup aussi parce qu'il ressemble à du poulet. Encore là, une fois, là, on peut une recette de poule des bois panée qu'on peut méprendre un carnivore. La lépiote. Hein, la lépiote, c'est intéressant parce que ça pousse sur du compost et c'est un champignon qui est vraiment très très bon. Spécial aussi, mais il sort seulement quand il fait froid. Hein, vous allez voir au mois de novembre. C'est justement un champignon qu'on trouve sur le campus de l'Université Laval. Je parle par expérience parce que moi j'ai étudié ici en agronomie et j'ai commencé ici aussi à cultiver des champignons. Hein, grâce à l'université qui m'ont laissé accès à leur laboratoire. La technicienne m'a beaucoup aidé. Donc moi je me suis auto-formé à l'université en créant un club, tout ça. Puis on a poussé pour faire pousser des champignons au jardin, en forêt, le petit boiseur à côté du comptoir. Puis même les autres étudiants, ils avaient peur que ça attaque les plantes. Parce que l'image qu'on a en agronomie, c'est que le seul cours de champignons qu'on a, c'est phytopathologie. Fait que c'est l'étude des pathogènes sur les plantes. Ça vous donne un peu la vision qu'on a des champignons. Puis c'est la vision qu'on a beaucoup en Amérique du Nord aussi. Hein, c'est toxique, c'est des moisissures, c'est pas bon, ça attaque nos plantes. Mais au travers de tout ça, il y a plein de positifs reliés à ça. On peut décontaminer, il y a plein d'avantages reliés avec la culture des champignons. Et il y a le pied bleu aussi, qui est vraiment intéressant sur le compost. Et lui, c'est vraiment un champignon qui va sortir après un gel. Hein? Ça, c'est tous des champignons que vous ne pourrez pas récolter au début de l'été, sauf si vous avez une chambre spécialisée que vous êtes capable de donner un coup de froid, ou vous le faites en pot. Moi, c'est mon objectif pour cette année, juste pour mon marché. Le faire en pot, mettre les pots au frigo pour les choquer, pour qu'ils pensent qu'ils sont à l'automne, et faire sortir les champignons. Et maintenant, ça c'est vraiment remarquable, c'est la Chine. Hein? La Chine, là, souvent on voit ça comme de loin, mais la Chine, là, c'est le premier producteur de nourriture au monde, c'est la plus grosse population au monde, et c'est maintenant le plus grand consommateur de pétrole au monde. Et ils ont même dépassé aussi l'économie états-unienne dernièrement. Donc ils sont très 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 avancés les Chinois, hein? C'est phénoménal. Ils font de la morille maintenant, en plein champ. Et c'est une des raisons pourquoi le prix de la morille a chuté. Donc, si vous voulez, il y a de l'information sur le net, là, sur Internet, qui est morille, Chine, et vous allez trouver de l'information à ce propos. Maintenant, je voulais vous parler un peu de mycosylviculture aussi. Je ne sais pas si je suis toujours correct dans le temps, ça doit, hein? J'espère que ça ne roule pas trop vite, mais j'essaie de vous rouler des diapos parce que je pensais que j'allais avoir 1 heure, mais finalement, on a un petit peu moins de temps. Puis j'ai enlevé une couple de diapos, mais l'idée maîtresse de ça va rester là, que je voulais vous parler un peu de mycosylviculture parce que je trouve qu'il y a tellement un potentiel et je crois qu'on est rendu là aujourd'hui. Hein, on voit ça avec les BFNL, il y a Alexandre là-bas qui vend ses super produits là, à partir de noix sauvages, de tout ça. Donc, je sens qu'on est rendu à une nouvelle ère un peu, là, à développer des nouvelles choses ici parce que on le voit bien que la foresterie, c'est pas le top. Le bois, ben, je ne sais pas trop qu'est-ce qui se passe encore avec les États-Unis, mais les champignons, je vais vous parler d'exemples dans le monde. Il y a plein de communautés qui vivent grâce aux champignons et à l'implantation de champignons, même des symbiotiques. Donc là, je vais vous parler de symbiotiques. Donc, tous les champignons avant que je vous ai présentés, c'est des saprophytes. Ça veut dire qu'ils mangent la matière organique morte. Et les symbiotiques, vous voyez, ils sont en symbiose avec, par exemple, un arbre. Hein? Ils sont plugués, sont connectés sur les racines de l'arbre et il y a vraiment un échange entre les deux.
Donc, ça, c'est le beau schéma classique des symbiotiques. Donc, l'arbre donne des sucres et les champignons donnent de l'eau, des éléments minéraux à l'arbre. Et ils vont même aussi aller chercher avec leurs enzymes du phosphore, ils vont donner ça à l'arbre. Donc, et souvent, quand il y a trop de phosphore dans un sol, on voit que les mycorhizes disparaissent. C'est vraiment une des problématiques dans nos sols, des fois sursaturés en phosphore, qu'on a une perte de mycorhizes à cause de ça. Donc, maintenant, je vous parle de l'exemple de Castilla et León. Ça, c'est en Espagne. Ils ont développé le mycotourisme. Ce qui est intéressant en Espagne, là, allez voir sur Google Earth, vous allez voir, c'est brun. Hein, il y a du vert, mais il y a du brun. C'est sec. C'est beaucoup plus sec que le Québec. Et eux, ils ont réussi à développer ces 3 villages qui vivent de mycotourisme. Ils produisent même, je ne savais même pas, l'Espagne produit plus de champignons que la France. Et ils vivent vraiment de mycotourisme. Les gens peuvent aller cueillir en forêt, un peu ce que Kamouraska essaie de faire, et la Mauricie aussi, la filière mycologique de la Mauricie. Donc vraiment de développer ça. Et ça rapporte plus de 60 millions d'euros par an. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est un autre développement de la foresterie qui, d'après moi, est encore plus périn. Hein? C'est mieux que de couper une fois, puis après ça, c'est fini, il n'y a plus rien. Et je me souviens, quand j'étais étudiant ici à l'Université Laval, au Kruger, le pavillon de foresterie, il y avait une chercheuse des États-Unis, de l'Alaska. On s'entend que l'Alaska, il y a plus de précipitations qu'ici, c'est pas la même chose. Mais elle a sorti une donnée économique vraiment capotée, que cueillir des champignons forestiers en Alaska, où est-ce qu'il y a plus de précipitations qu'ici, je vous mets la bémol, je pense qu'ils tirent de 3 à 4 fois le revenu d'une année de coupe sur 1 hectare. Fait que tu fais 3 à 4 fois plus d'argent à cueillir des champignons sauvages que de couper la forêt, puis en plus, la cueillette sauvage de champignons, c'est à tous les ans. Hein? La foresterie, si on coupe, on ne sait pas trop quand est-ce qu'on va recueillir les arbres. Et en plus de ça, souvent les gens pensent que quand on cueille les champignons, on arrache tout, puis qu'on va faire disparaître les champignons. Au contraire, quand l'être humain cueille des champignons, nous on les propage, on marche sur des champignons, on marche sur des spores, on le voit dans la forêt, là, les chanterelles, c'est les animaux qui les transportent, c'est les humains, c'est les sentiers. C'est pas vrai qu'on est destructeur. Au contraire, même on peut l'aménager, on peut même s'organiser pour qu'il y ait beaucoup plus de champignons que ce qu'il y avait au départ. Et c'est l'exemple de l'Espagne. Hein. L'Espagne, même, ils ont introduit plein de champignons qui n'avaient pas nécessairement sur place. Il y a l'exemple aussi du Pérou. Hein. Le Pérou, on n'avait pas pensé. Ils sont venus justement nous visiter à la ferme il y a 2 ans, les Péruviens, une délégation de Péruviens, parce que là-bas, ils ramassent du bolet. Hein. En 2015, quand ils sont venus nous visiter, ils nous parlaient qu'ils exportaient 6 tonnes secs de bolet. C'est quand même intéressant, hein? Puis c'est dans les arbres, ils plantent des pins. Puis à un moment donné, ils se sont rendus compte, il y a des bolets qui poussent. Fait qu'est-ce qu'ils font? C'est super simple. Ils plantent une forêt de pins, ils prennent du sol de l'ancienne forêt, ils mettent ça dans des chaudières, transportent le sol, inoculent comme ça avec les bolets les nouveaux arbres, et ils viennent d'implanter des bolets dans leur forêt. Donc là, ce qu'ils voulaient, c'était voir au niveau de l'irrigation, parce que nous, on irrigue beaucoup à la ferme chez Velin Champignons. Et eux, ils ont juste des champignons durant la saison des pluies, 6 mois par année. Donc, ils aimeraient ça soit cultiver à l'intérieur ou produire 12 mois par année des champignons avec l'irrigation. C'est juste comme un bel exemple qu'on peut faire vivre des communautés grâce à d'autres exploitations que finalement quelque chose qui est peut-être plus court terme. Là, on voit quelque chose qui est plus long terme. Il y aurait possibilité aussi de créer des pépinières. Hein? Ça, c'est vraiment intéressant. L'idée de pépinière, je trouve, d'arbres mycorhizés avec des champignons comestibles. Donc, vous voyez ici des exemples. Hein? Ça existe déjà, là, tout ça. Là. C'est des plants, il y a des champignons, des symbiotes qui poussent avec. Et en plus, ça aide à faire pousser les arbres. Hein? Parce que même, je voyais en Espagne, leur développement, c'est que là-bas, dans les pays européens, c'est pas comme ici, du territoire, ils n'en ont pas beaucoup. Puis des arbres, du bois, ça vaut cher. Souvent, ils l'importent de l'Amazonie ou ils l'importent d'ailleurs. Fait que ça a vraiment une valeur. Là. Allez vous acheter une feuille de plywood. Déjà que ça coûte cher ici, là, du 3 quarts beau de 2 barres, c'est quasiment 60$ la feuille. Et là-bas, si on parle de peut-être 3 fois le prix d'ici, parce qu'il n'y en a pas. Ça paraît pas à dire, mais c'est ça pareil. Donc, leur idée, c'est de faire pousser la forêt plus vite et mettre des engrais. Ça fait quasiment pas de sens, mais on le fait pareil. Il y a des places où on fertilise des forêts. Mais leur idée, c'est plus que ce soit les champignons qui fertilisent la forêt. Et en attendant que les champignons fertilisent, là, on récolte les champignons et qu'on a une deuxième activité économique pendant que ça pousse.
Donc ça ici, c'est M. Jacques-André Fortin de l'Université Laval. Hein, c'est vraiment un pionnier au niveau de la culture des symbiotes. Ça, c'est une de ses photos, là, ici réalisée à l'Université Laval. C'est avec la carte bicolore. Et ce qu'il a trouvé, c'est que c'était avec les lumières, le nombre d'heures d'ensoleillement par jour qui faisait que les champignons sortaient. Et son idée derrière ça, c'est que peut-être qu'on pourrait, avec des champignons symbiotiques, faire 2 ou 3 récoltes par année en jouant avec la lumière, parce que c'est les arbres qui donnent des molécules qui fait que les champignons sortent, qui fructifient. Et je crois beaucoup à l'aménagement agroforestier. Moi, l'agroforesterie, pour moi, c'est un coup de cœur en moi. Je cultive du ginseng, du Dras du Canada, donc j'ai plein de plantes agroforestières. Et mon séminaire, quand j'étais à l'Université Laval comme agronome, quand j'étudiais en agronomie, c'était sur la culture des champignons dans un système agroforestier. Donc, j'y crois énormément qu'on peut redessiner la foresterie d'une autre façon et d'une façon qui va complètement changer, voir la vision aussi de la forêt, autre chose que juste des 2x4 et des plywood, parce qu'il y a d'autres choses derrière la forêt que ça. Il y a plein de produits forestiers non ligneux, thé des bois, champignons, on les nomme, là, et il y a possibilité d'aménager et d'améliorer la culture des champignons. Hein. Fait que si vous voulez plus d'informations sur les espèces, les techniques, vous avez notre site internet qu'on essaie vraiment de mettre à jour et de mettre l'information là pour que ce soit le plus compréhensible possible avec des petits vidéos explicatifs. Une des raisons pourquoi qu'on veut mettre le plus d'infos là-dessus, c'est parce que c'est pratiquement impossible pour nous de répondre à toutes les questions de tout le monde qui nous écrit. Hein? On nous écrit, là, il y a tout le monde qui nous écrit d'Afrique, de France, du Québec. Donc, je vais juste faire une petite parenthèse, là. C'est pas de vous dire de ne pas nous écrire, c'est juste que des fois, quand on reçoit, disons, 100 courriels dans une journée, ben ça nous prend pratiquement une journée à gérer ça. Puis, si on a trop de courriels, ben là, on va juste faire des courriels de notre vie, puis là, ben on va pas faire d'autres choses. Fait que c'est la raison pourquoi souvent, si on vous dit, ben allez voir notre site internet, c'est pas qu'on veut pas vous répondre, c'est qu'on peut pas, puis on s'organise pour mettre le plus clair possible notre site internet, pour que vous n'ayez pas qu'on ait à répondre individuellement à tout le monde. Et s'il y a des éléments qui ne sont pas clairs sur le site, envoyez-nous un courriel en nous disant « Hey, ça, c'est pas clair », ça serait bien de clarifier. Puis c'est avec votre aide aussi qu'on va réussir à mettre en place un site internet qui sera plus clair et facile de compréhension, parce que ce qu'on veut, c'est justement que l'information véhicule et que les gens se mettent à produire des champignons. Parce que justement, on est très arriéré là-dedans dans la production de champignons. Et nous, dans le fond, le développement de violons champignons, moi je m'en souviens quand j'étais étudiant ici à l'Université Laval, j'aime ça me rappeler ça souvent. J'ai contacté des producteurs de champignons, puis je me présentais, bonjour monsieur, je suis étudiant, je connais Gérald Legarde de Commerce Sauvage. Oups, j'ai perdu mon micro. Ici, bonjour. Oui. Donc c'est ça, je me présentais et je finissais ma présentation et on me disait bon ben je suis pas intéressé à te rencontrer, t'es de la compétition possible, salut bye. On raccrochait à la ligne au nez. Fait que ça c'est l'image qu'on a souvent au Québec, hein? Même chose dans d'autres domaines, là, au Québec. On essaie on se dit qu'on va devenir millionnaire avec ça. Ben pas moi, mais d'autres gens. Puis ils veulent pas, ils veulent mettre ça top secret, mais finalement on n'avance pas, puis le problème de la recherche aussi, moi-même j'ai fait de la recherche, c'est toujours des PPP, on signe des contrats de confidentialité, à moins d'être abonné à une revue scientifique, on n'a pas accès à cette information-là. Fait que c'est souvent ce qui fait que selon moi on n'avance pas dans le développement, ou on avance moins, parce qu'il n'y a pas de partage. Comme moi je sens que j'avance énormément, parce que je partage, mais ça me revient énormément. T'sais, quand je donne une formation, même des fois les gens sont surpris, ils pensent que je vais garder des secrets et tout, mais dans les formations, on parle de tout. Puis je réponds à toutes vos questions. Puis dans le fond, après ça, les gens m'arrivent avec « Hey, moi j'ai vu telle affaire, hey, j'ai essayé ça, puis là, wow, ok, là, ça donne des idées. » Puis ça aide à progresser beaucoup plus rapidement que tout seul, isolé dans son coin. Donc, c'est un peu la vision, là. Moi, dans le fond, c'est que quand j'étais étudiant et que j'ai contacté plein de producteurs qu'on me raccrochait à la ligne au nez, ben, à un moment donné, ben, j'ai fait comme « Ah, on devrait peut-être justement voir ça différemment de ce qu'on fait habituellement au Québec, de garder l'information pour nous, puis de se dire que finalement, on va topper avec ça. » Mais l'histoire démontre que tous ceux qui sont restés dans leur coin, ils n'ont pas progressé ou ils ont même fait faillite avec leur entreprise. Fait que c'est le cas là, de bien du monde, mais c'est possible. Donc, merci beaucoup.
vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, on va essayer pour les questions. Simplement lever la main, puis parler assez fort, sinon je vais répéter la question. Ouais, je peux les répéter. Oui, il y a une question là-bas, la première main, j'ai vu. Je veux savoir si vous donnez la formation des salles. Si on a, la question, c'est si on a La formation. la formation dans le coin de Québec. Actuellement, on n'en a pas de programmé. C'est sûr que moi, j'aime beaucoup plus que. Je me sens beaucoup plus à l'aise de faire une formation sur la ferme parce qu'on a toutes les installations qu'on peut voir et c'est facile de préparer le matériel parce que c'est sur ma ferme. Tu sais, je peux demander aussi aux employés de préparer le matériel. Et souvent, par expérience, quand j'arrivais sur une autre ferme, ou même un autre type de formation. Je m'en souviens, la dernière grosse formation que j'ai faite là, dans un truc en permaculture, je suis arrivé puis il n'y avait rien de prêt, il n'y avait pas de bûches, il était supposé des bûches, il n'y avait rien de tout ça. Fait que moi, je trouve ça plate, vraiment, parce que si t'arrives là, c'est supposé d'être ça, puis c'est pas ça. Fait que j'en fais moins, mais j'en fais pareil encore, mais j'en fais pas là, dans la région de Québec. Là. Malheureusement, il n'y en a pas de programmé pour tout de suite, mais on verra là, plus tard. Oui? Avec l'ail et les spontanes, les microristes n'ont pas tendance à créer un environnement trop humide pour la culture de l'ail. La question, c'est si Si le substrat va être trop humide avec les mycorhizes pour l'ail, ça... les mycorhizes, c'est une autre histoire. Dans le fond, nous, c'est le mycélium, le strophère, avec l'ail. La question, c'est est-ce que ça devrait être trop humide? Très bonne question, sérieux. Nous, pour ne pas avoir de problème de maladie fongique pour l'ail et même le champignon, hein, parce que l'affaire souvent que les gens, c'est qu'ils associent champignons à humidité, parce que les champignons sortent après une pluie. Oui, les champignons ont besoin d'humidité dans l'air pour sortir, fructifier, mais le mycélium, la racine du champignon, elle a besoin d'avoir comme les racines d'une plante, beaucoup d'oxygène. Ici, dans le fond, on arrose trop, il n'y a plus d'oxygène. Qu'est-ce qui arrive à une plante quand on l'arrose trop? Il va y avoir de la pourriture racinaire. Le terme pourriture est seulement associé aux bactéries. Hein? On ne peut pas dire pourriture pour des champignons, ça n'existe pas dans la définition de pourriture. C'est associé aux bactéries, ça veut dire qu'on a tellement mis d'eau, il n'y a plus d'oxygène, les racines ont pourri, la plante a l'air de manquer d'eau, mais c'est pas qu'elle manque d'eau, c'est qu'elle a plus de racines parce qu'ils ont pourri, parce qu'on a mis trop d'eau. Ça a même à voir avec le mycélium. Si tu l'arroses trop, ton mycélium il va mourir aussi. Nous autres, on fait tout sur billon, des petites bulles. Et on s'organise pour que les allées drainent très bien. Il y a même une allée qu'on avait un problème. On voyait que le drainage ne se faisait pas bien. On a réglé ça vite. Là. Ça a pris même pas une journée. Là. On a creusé un trou, on a mis un drain et du gravier. C'était fini après. Là. Il n'y avait plus de problème de trop d'eau. Je pense que j'ai bien répondu à la question. Une autre question ici, par là. Hey, c'est rare, pas d'autres questions? Oui? Oui, étant donné qu'on était dans l'air, je voulais savoir à quel moment vous mettez votre filet pour empêcher la teigne. Très bonne question. On me demande quand mettre le filet. Idéalement, c'est de le mettre le plus tôt possible. Nous, regardez, les strophères commencent à sortir au mois de juin. Fait qu'on le met au mois de juin pour être sûr que la teigne, même on le met un petit peu plus tôt, pour être sûr que la teigne aussi ne vienne pas pondre dans notre ail, hein, parce qu'on a énormément de teigne, pareil, même si on est des montagnes puis dans le bois. On a de la teigne du poireau en masse, donc ça magane énormément notre ail. Donc, c'est pour ça qu'on met notre filet là, rapidement. Tu la laisses toujours? Oui, nous autres, c'est vraiment du filet là, agricole. C'est pas de la grille, donc il y a très peu de pouvoir thermique. C'est le filet le plus mince. Fait qu'on met ça là, dans nos allées. Okay. Ça vient de régler plein de problèmes. Merci. Oui, question? Quand on a beaucoup de champs, il y a du moyen de faire de la truffe. On parle de truffes. Oui, effectivement, il y a des truffes indigènes au Québec. Hein? On parlait de chêne. Si vous voulez, vous pouvez prendre ça en note, il y a un super guide chez Amazon. Excusez-moi pour les librairies indépendantes, là. Mais c'est un petit guide, là, c'est North American Truffle. C'est super comme livre, ça vous parle de toutes les truffes qu'on a en Amérique du Nord. Il y en a plusieurs. Hein? Il y en a aussi qui ne sont pas comestibles. Il faut les identifier avec les sports. Idéalement, achetez-vous un binoculaire. Trouvez-en avant d'acheter un binoculaire. Il y a le cercle des mycologues amateurs aussi, qui, eux, ils ont un cercle truffier à Québec. C'est vraiment magnifique. Oui, le cercle des mycologues amateurs à Québec là, sont vraiment géniaux pour ça. Et, fait que oui, la truffe, puis pas seulement à la base des chênes, hein, les pins blancs, les noisetiers, il y a plein d'arbres de possibles là, pour les truffes. Y a-t-il des formations par rapport à ça? Il n'y a pas de formation à ce que je sache encore, mais tranquillement, là, je pense qu'il va y avoir un développement là, très prochainement. Ouais. Il y a même un producteur d'arbres truffiers maintenant, mais c'est tout nouveau de cette année.
Fait qu'on va voir ce que ça va donner avec le futur, mais ça regarde bien. Oui? Encore une question par rapport à l'ail, Oui. tu vas faire. C'était quoi les. Parce que tu disais que tu avais 2,4 kg, 7 Oui. kg, mais c'était quoi les densités de plantation à la base? Très bonne question. Je ne connais pas par cœur, mais la question c'est, il revenait sur l'idée du trophère et de l'ail. En passant, l'ail, on peut le faire avec plein d'autres légumes aussi. Hein. Il y a même des recherches qui démontrent qu'avec le maïs, ça augmente les rendements, les choux, etc., etc. Mais dans le fond, la question c'était par rapport à la densité. Je l'ai décrit dans mes papiers, c'est certain. Et on avait un biais quand même l'été passé parce que j'avais 2 sortes d'ail. C'était toute la musique, la variété musique, mais il y avait mon ail à moi que ça fait genre 10 ans que je mange les petits cailleux puis je garde les plus gros. Tout le temps. Moi j'aime ça des gros, tu sais, quand j'arrive pour cuisiner, j'aime ça couper un morceau puis il y en a un gros chunk d'une fois. Fait que j'ai toujours gardé les plus gros, et puis je vois vraiment la différence. Puis là, l'autre année d'avant, je l'ai acheté pour en planter plus. Puis lui, c'était vraiment des petites gousses. Le producteur, il m'avait dit, tu vas voir, ça va venir pareil comme l'autre. Puis on le voyait tellement la différence. Là. Les blancs, là, les miens, là, ils touchaient dans le filet, puis ils repoussaient le filet là, plus que mon arche. Puis les autres, ils ne repoussaient même pas le filet. Fait que ça, c'est mon premier biais par rapport au rendement de l'ail. Je pourrais dire oui, contrairement à mon témoin, ma meilleure parcelle de strophère puis d'ail a produit 2 fois plus d'ail avec le strophère, mais il y a le biais, c'était pas les 2 mêmes variétés, c'était les 2 musiques, mais pas issues de la même source. Oui? Après la coupe d'un arbre, Oui? c'est genre d'affaire avec les souches, je sais pas, j'ai recyclé ça. Oui, très bonne question. On me demande, après la coupe d'un arbre, la souche, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Premièrement, c'est important de savoir que quand on coupe un arbre et qu'on laisse une souche là, il y a toujours le danger qu'il arrive un champignon qui s'appelle l'armillaire fleur de miel. Il arrive avec les spores dans l'air, se dépose sur la souche, pousse comme un saprophyte, et plusieurs années après, le champignon devient aussi un parasite. Donc, il y a certains champignons qui sont saprophytes, donc qui mangent la matière organique morte, mais qui sont aussi parasites, comme l'armillaire fleur de miel, qui va se mettre à contaminer d'autres arbres. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut implanter un champignon sur la souche avant que ce champignon-là arrive. Et souvent, la difficulté de la souche, c'est qu'il reste branché avec les racines de l'arbre et il y a de la repousse qui se fait. Puis quand l'arbre est vivant, mais lui, il met des mécanismes de défense pour tuer les champignons. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut cerner la souche à la base du sol. On se laisse une souche un petit peu plus haute que la normale, surtout si on a bûché en hiver, mais là, c'est correct, il y en neige. Puis on n'a pas peur de se laisser une couche. Puis on peut recouper aussi à la scie mécanique, faire la méthode sandwich, qu'on met un peu de mycélium sur sciure, on met le capot par-dessus. La seule difficulté, c'est d'un cultiver sur des arbres, les rondins, c'est peut-être une petite échelle plus élevée de difficulté et tu n'as peut-être pas nécessairement de système d'irrigation en forêt, mais les champignons vont sortir quand il y a une belle pluie ou quelque chose comme ça. Donc ça peut être bien de te mettre un témoin pas loin de la maison pour t'indiquer quand ils sortent. Oups, je vais aller voir dans ma forêt là-bas de quoi qu'ils ont l'air, parce que si tu ne vas jamais voir, ben, ils vont pousser et il n'y aura personne pour les cueillir. Mais oui, c'est faisable les souches, mais je ne connais pas encore de producteur commercial des souches. Deux questions. OK. 2 questions? Oui. Ben, vous n'en avez pas vraiment parlé, là, mais les bûches qu'on peut acheter avec des champignons, Oui. là, est-ce que tu pourrais nous donner vite un petit... OK, on me demande un petit cours 101 accélérer les bûches. Là, on parle des bûches qu'on voit dans les centres jardins. Le seul bémol que je pourrais mettre là-dessus, c'est que quand vous achetez la bûche, vous ne connaissez pas le pourcentage d'humidité dans votre bûche. Hein? Ouais. Normalement, c'est écrit sur mon site internet, encore tout est là. Un producteur commercial de champignons sur bûche, quand il va abattre son arbre, il va faire une petite galette, il va apaiser, elle pèse 200 grammes, il va la mettre au four, il va la faire sécher, elle va peser 100 grammes. Donc, il y avait 100 grammes d'eau sur 200 grammes, il y avait 50% d'humidité. C'est comme ça que ça se calcule. Tout est sur le site internet, de toute façon, vous n'avez pas besoin de retenir ça aujourd'hui. Et ils ont une bûche sur 10 dans leur forêt, puis ils pèsent. Puis là, ils savaient que l'autre grosse bûche, elle pesait 10 kg, mais en réalité, elle pesait 5 kg sec. Donc, elle avait 50% d'humidité. Hein? Puis il faut avoir entre 35 et 50% d'humidité pour faire pousser des champignons. En bas de 26, le mycélium il meurt. Fait que l'affaire qui arrive avec ces bûches-là, c'est que c'est fait en gros volume, c'est des machines qui inoculent ça. Et on ne le sait pas. Hein? C'est comme à l'apprenti sorcier, on n'a aucune idée. Il y a 30%, il y a 50%, puis s'il y a trop d'eau, ben, il va mourir asphyxié. Fait qu'on n'a aucune idée comment gérer ça. La seule chose qu'on peut faire, c'est le mettre toucher au sol pour que l'eau monte dedans, l'arroser fréquemment pour garder l'humidité, puis ou le forcer, là, le tremper dans l'eau, comme ils disent sur leur étiquette.
Mais le gros manque des bûches, c'est que c'est gérer l'humidité. Puis des machines pour piquer là-dedans, pour connaître le taux d'humidité, c'est cher, c'est dispendieux. Fait que c'est vraiment la difficulté, c'est la gestion de l'humidité. Mais ça, de toute façon, c'est la difficulté des champignons. Hein? C'est ce qui fait que c'est difficile. Oui? Tu as parlé tantôt de l'aménagement des forêts Oui. pour favoriser. Pour la chanterelle, est-ce que tu as Oui. de quoi à... Je pense que c'était vous qui m'avez jasé l'année passée. Là. Je ne vais pas dire trop où vous habitez. Oui, on parle de la chanterelle, effectivement. La chanterelle, moi j'y crois tellement, surtout si on en a déjà dans notre forêt. Le premier facteur qui fait qu'il y a énormément de chanterelle ou pas, c'est la pluie. Hein? Fait que moi j'avais fait un peu, mais pas assez, mais l'irrigation. Hein? Moi si j'avais une super terre, plein de chanterelles, moi je te jure, il y avait des sprinklers partout dans la forêt, puis ça sprinklerait parce que le printemps, ça fait plein d'années. Ma dernière bonne année de chanterelle date de 2013. Fait que, tu vois, ça fait. Là, j'espère que cette année il va pleuvoir beaucoup. C'est plate pour vous autres. Mais moi, j'espère qu'il va pleuvoir au mois de juin, au mois de juillet. Il faut beaucoup d'eau au mois de juin, puis l'eau constante au mois de juillet pour que les chanterelles poussent. Ça, c'était vraiment un gros départ pour la chanterelle. Merci. Je me sens aussi au grand salon. Alors, allez consulter